S'il vous plaît, est-ce que vous me recevez maintenant? Est-ce que vous me recevez maintenant? Désolé, c'est le problème de connexion. Donc, on va de faire la... Merci beaucoup. On va continuer. Donc, on s'est arrêté, donc on est sur les localisations, donc à le rappel anatomopathologique, et là, on a commencé par les localisations au niveau de la trempe. On a dit que la localisation la plus fréquente, c'est l'ampoule, parce que l'ampoule, c'est la zone la plus large de la trempe. Elle va permettre une évolution à un stade un peu avancé de la grossesse, ce qui va permettre l'apparition de symptômes. Et donc, sur le plan clinique, la manifestation, elle est un petit peu tardive et la rupture de la trempe, elle est précédée de signes d'appel. La deuxième localisation, c'est le pavillon, donc dans 2% des cas. Et là, puisque dans le pavillon de la trempe, c'est la partie la plus distale, elle est périphérique et le risque qu'il y ait un avortement tubo-abdominal est fréquent et parfois même, ça peut expliquer la survenue des grossesses abdominales. La grossesse, c'est peut-être également ovarienne, ceci dans environ 1% des cas, et plus rarement la grossesse abdominale, qui sont très rares, et elles peuvent s'implanter sur n'importe quel site de la cavité abdominale. Ah, d'accord, ok. Elle peut s'implanter sur n'importe quel organe abdominal. Et là, surtout quand on tombe, par exemple, sur le foie et tout, ce sont des organes qui sont très vascularisés et l'évolution peut être vraiment fatale. Alors, comment s'implante la grossesse au niveau de la trempe? Alors, l'histoire naturelle de la grossesse extra-utérine, la grossesse, donc on va prendre comme modèle la grossesse au niveau isthmique. Le premier stade, ce sera l'hématosalpinx. L'hématosalpinx, c'est quoi? C'est la collection du sang au niveau de la trempe. Une fois l'œuf implanté dans la muqueuse tubaire au niveau de la région isthmique, il existe un rapide envahissement du tunique musculaire par la villosité choriale. Sachez que l'œuf, il ne peut pas différencier entre la trempe et l'endomètre. Pour lui arriver au stade de blastocyste, il va rechercher la vascularisation pour se nourrir. Donc, la première paroi qu'il va rencontrer, il va s'accrocher à cette paroi et il va essayer d'éroder la paroi de l'organe. Et là, on parle de la trempe pour aller chercher la vascularisation pour se nourrir et se développer. Et bien sûr, au moment de cette érosion de la muqueuse tubaire, il y aura un saignement. Ce saignement va se collecter dans la trempe et va automatiquement conduire à une dilatation tubaire, c'est l'hématosalpinx. Cet hématosalpinx, donc, il va augmenter de volume jusqu'à ce que la trempe arrive à ses limites. Arrivant à un certain degré, elle ne peut plus se distendre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se rompre. Et le sang va s'extérioriser à la portion distale de la trempe à travers le pavillon et entre la cireuse de la trempe et le pavillon. Quand la cireuse est distendue au-delà de ses limites, que je viens de le dire, la rupture, elle survient et les vaisseaux colonisés par le trophoblaste seront relativement importants, d'où la survenue d'une hémorragie tubaire. Et là, ça sera le saignement en intra-abdominal ou bien l'hémorragie interne. Donc, vous voyez l'aspect d'un hématosalpinx, c'est une distension, collection du sang en intratubaire. Quand la trempe arrive à ses limites, elle va se rompre et là, c'est la zone, vous allez, donc le saignement, il a atteint la cireuse. Donc, c'est la zone la plus mince et la rupture va se produire ici et le saignement sera dans la cavité abdominale.
Et là, vous voyez aussi, c'est un hématosalpinque, c'est la coloration bleuâtre à travers la muqueuse de la trempe. Et vous voyez que le sang qui sort du pavillon de la trempe. Une autre évolution, donc, et surtout, une autre évolution de la grossesse extra-utérine. Donc, on avait la première étape, c'est la rupture de la trempe. Et notre évolution, ce sont l'avortement cubo-abdominal. Et là, c'est l'apanage beaucoup plus des grossesses ampulaires parce qu'elle est tout proche du pavillon de la trempe, ou bien pour la grossesse infundibulaire. Ici, on peut avoir plusieurs étapes d'évolution. Soit la guérison spontanée. L'œuf, il sera expulsé dans l'abdomen, donc il ne va pas trouver de quoi se nourrir, il va mourir. Et la guérison va survenir, donc il va mourir, il va disparaître, et la guérison va survenir spontanément, sans aucune mesure thérapeutique. La deuxième possibilité, c'est que la grossesse ectopique abdominale, c'est la grossesse ectopique abdominale. L'œuf, quand il tombe dans l'abdomen, il va tomber dans une région richement vascularisée et le trophoblaste va trouver des vaisseaux par lesquels il va se nourrir. Et là, ça va permettre le développement de la grossesse. Et vous voyez, l'enfant il est grand et on a eu dans la littérature et même dans notre pratique courante des grossesses abdominales à terme, comme vous le voyez ici. Une autre évolution pour l'avortement tubo-abdominal, donc on a vu l'avortement avec guérison, l'avortement avec développement de la grossesse jusqu'à terme, et d'autres évolutions, ce sera l'hématocèle enquisté. Et là, on va avoir le saignement qui va se collecter dans le quille de sac avec des caillots. À certains moments, donc, on va avoir des caillots organisés qui va former un hématocèle. Et là, l'hématocèle, ce sera qui s'échappe de la trempe. Donc, l'hématocèle qui va s'accumuler dans le quille de sac, qui va former une masse. Très bien. S'il vous plaît, est-ce que vous m'écoutez? Vous pouvez utiliser vos micros. Vous pouvez utiliser vos micros. J'aimerais bien vous entendre. Ah, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas utiliser les micros. Ah. On ne peut pas. Ah, mais oui, oui. Vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Très bien. On continue. Désolée pour ces perturbations de temps en temps. Vous savez très bien, c'est les aléas de la technologie. Donc, on a dit que l'évolution de la grossesse, parmi l'évolution de la grossesse extra-utérine, on a l'avortement tubo-abdominal. Et l'avortement tubo-abdominal peut évoluer selon 3 modes. Soit la guérison, c'est une grossesse très jeune, elle va être expulsée de la trempe. Et comme elle ne va pas trouver là où s'implanter, donc elle va mourir et ça sera une guérison spontanée. Ou bien, deuxième possibilité, ça sera l'œuf, il sera expulsé dans l'abdomen. Il tombe par exemple sur l'épiplan qui est richement vascularisé ou sur les intestins. Il va pouvoir se développer à travers la vascularisation de l'organe sur lequel il s'est implanté. Ou bien,
on a l'hématocèle encrusté et là, le sang qui s'y coule de la trempe, il va se collecter dans l'endroit le plus déclive du corps, qui est le cul-de-sac. Il va former des caillots et ces caillots vont s'organiser en masse. Et on va voir les conséquences par la suite. La troisième évolution, donc c'est la distension de la trempe est très progressive. Il entraîne plus tardivement une rupture, souvent peu hémorragique. En revanche, l'épanchement dans le cul-de-sac induit l'apparition des adhérences pelviennes majeures autour d'un sac gestationnel et bien sûr de l'hématosalpinx rompu. Et là, vous voyez vous m'excusez une seconde, s'il vous plaît. Et là, c'est un schéma récapitulatif de l'évolution de la grossesse extra-utérine. Donc, vous voyez là, c'est une grossesse ampulaire intratubère. La grossesse intratubère donc va, puisque l'ampoule, on a dit que l'ampoule, c'est la partie la plus large de la trempe, donc elle va permettre un certain degré d'évolution de cette grossesse jusqu'à ce que la capacité de la trempe soit dépassée. Et là, la trempe va s'éclater. En s'éclatant, donc la trempe va signer dans l'abdomen et qui va donner la symptomatologie, l'état de choc au cours de la grossesse, avec collection du sang importante dans la cavité abdominale, c'est l'hémopéritoine. Alors, sur le plan macroscopique, la grossesse tubaire se présente sous forme d'une voussure rouge, foncée, voire violacée. Le reste de la trempe est liturgisant, congestif et anormalement vascularisé. Au niveau de l'ovaire, on note un corps jaune. Sur le plan histologique, l'œuf s'implante superficiellement dans la cavité abdominale. La villosité, vous allez trouver ça dans la nappate. La villosité du pôle d'insertion, bien sûr, va s'incruster au niveau de la musculaire tubaire. Il va ouvrir les vaisseaux de la trempe pour former une pseudo-circulation placentaire. Par la suite, une fois que toute la paroi tubaire elle est envahie, on peut avoir un éclatement qui sera suivi d'une hémorragie dans l'abdomen. Sur le plan histologique, c'est-à-dire on ne peut confirmer la grossesse extra-utérine tubaire que lorsqu'on met en évidence des villosités choriales au niveau de la trempe à l'étude anapate. L'étude sur le plan clinique, le tableau clinique est très polymorphe et trompeur. Et là, on distingue 3 grands tableaux cliniques. Soit, la première situation, c'est le diagnostic précoce. Et là, la grossesse extra-utérine, elle n'est pas rompue. Elle est diagnostiquée au stade d'hématosalpinx. Et cette situation, elle est la plus fréquente actuellement avec le développement de l'échographie et surtout l'accès aux soins à la majorité de la population. Rarement, la patiente va venir consulter au stade tardif avec une grossesse extra-utérine rompue et inondation péritoniale et donc un état de choc. On va prendre comme modèle de description de notre étude clinique, c'est l'hématosalpinx. Et là, grossesse extra-utérine ampulaire non rompue. Notre interrogatoire va tenter de rechercher, bien sûr, si la femme présente des facteurs de risque de la grossesse extra-utérine et on va évaluer l'impact de ces facteurs de risque, majeurs, modérés ou faibles. Les antécédents de la patiente, parité, donc gestité, est-ce qu'elle a des partenaires multiples? Non. Est-ce qu'elle est suivie pour une stérilité ou non? Et surtout, rechercher les signes fonctionnels qu'on va préciser. Alors, l'interrogatoire peut révéler la notion d'un retard de règles. La patiente veut dire, tiens, j'ai un retard de règles et je commence à avoir des douleurs. Mais rarement, c'est le cas. Le plus souvent, la femme consulte pour une irrégularité menstruelle. Elle avait des cycles réguliers et du coup,
elle note que qu'elle commence à faire des métrorragies ou bien un retard de règles après un saignement, des métrorragies, des cycles courts et elle ne comprend plus rien. Les signes sympathiques de grossesse pratiquement sont inconstants et aident peu au diagnostic. Parce que si on a des signes de grossesse, ça veut dire une grossesse, mais en aucun cas, ils peuvent nous dire que c'est une grossesse extra-utérine. C'est pour cette raison, il ne faut pas, quand on a des signes sympathiques, méfiez-vous, ça peut être aussi une grossesse extra-utérine. Ne rassurez pas faussement la femme. Donc, le maître symptôme pour le diagnostic précoce de la grossesse, c'est les métrorragies. Et les métrorragies, ils ont des particularités par rapport au saignement menstruel. Ce sont des métrorragies de couleur brune, sépia, peu abondantes, récidives. أجت راحت. شكون اللي ديزيام كورة؟ مازلت ما بديتش، أي ما كملتش الأول. عاود يرجع هكا. هكايا. وين؟ هنا؟ ها؟ ديري ريترني أنا رخصتي. وقيلا فضل الوقت بعديك جاني الوقت قال لي بلي راهي فضت هذيا فو مونكي دو طون. ديري مثلا نحط متر نيفو. عاود يولي لك نورمال. وانا مقبلات كون انا نهضر. هذه. ديري ريترني. وكيفكم ديري فيرسيون غراتويت هذه. هذه. وتفض. عاود كليكي ريترني. حبش يعطيني. ندير ريكومونسي. وشغل اونكور باسكو عمرك عليه وعندكم ديروا نمبر 100. وانا مقبلات كون نهضر بما حتى نشوف بعد ما في الديافورام. On vous entend, professeur, vous pouvez continuer. Professeur, il nous reste 5 minutes, pas encore. هذه وش هذه؟ هذيك هي الاولى. طون غاستون 4 مينوت. نبقى اسمه بس عاودي ديري بارطاج حكيمه. وين ندير بارطاج؟ Professeur, on vous entend, vous pouvez continuer. هذه. ارجع الفوا. هنا. فوق البارح. ديري نوفو بارطاج. نوفو بارطاج. هذه الدوكيومونتير. هذا هو بعد. Professeur. Professeur. ديري شاي Elle ne nous entend pas. Mazel 4 minutes. Non, elle dit au message bien. S'il vous plaît, est-ce que vous me recevez maintenant? Oui, docteur. S'il vous plaît. Oui, docteur, on vous entend très bien. Est-ce que vous me recevez? Très bien. On va essayer de terminer rapidement. Est-ce que vous voyez la diapo? Vous voyez l'écran? Oui. Vous voyez l'écran? Oui. Où est-ce qu'on s'est arrêté? Oui, docteur. On s'est arrêté dans les métrorragies, les caractéristiques des métrorragies. Est-ce que vous avez entendu l'étude clinique, Sylvie? Métrorragie, très bien. Oui. Très bien, très bien. On continue rapidement. Donc, les métrorragies, ils ont des particularités. Elles sont de couleur brune, sépia. Elles sont peu abondantes et récidivantes, de durée variable. Elles sont la conséquence d'une stimulation hormonale de l'endomètre. Les règles, bien sûr, ne sont pas normales ni dans le temps, ni dans la quantité, ni dans la qualité. Parfois, les saignements sont absents et au contraire, ou bien très abondants. Les douleurs abdominales, le deuxième symptôme, c'est les douleurs abdominales pour le diagnostic de la grossesse extra-utérine précoce. Ces douleurs ont comme caractéristique qu'elles sont unilatérales, intermittentes et parfois à type de pesanteur. La femme vous indique un point douloureux évoluant par crise avec irradiation vers les organes génitaux externes. L'examen physique, donc on note les constantes hémodynamiques, puisque c'est une grossesse diagnostiquée au stade précoce sans aucune rupture, donc automatiquement les conséquences hémodynamiques seront normaux. L'examen du sein, elle peut mettre en évidence des modifications gravidiques et la palpation de l'abdomen trouve un abdomen généralement souple et plat avec un point douloureux. Quand on va faire l'examen au spéculum, on va noter un col violacé et on ne trouve pas des lésions cervico-vaginales et le saignement est d'origine endo-utérine. Le toucher pelvien, là, elle peut retrouver, le toucher pelvien, donc elle peut retrouver le plus souvent un utérus ramolli, légèrement augmenté de volume, mais plus petit pour l'âge gestationnel.
Parfois, si on a la chance, on peut trouver en latéro-utérin une masse latéro-utérine sensible séparée de l'utérus par un sillon de séparation. Le deuxième tableau, c'est-à-dire c'est une forme clinique de nos jours, donc dans la majorité des cas, le diagnostic il s'est fait au stade précoce avant la rupture. Rarement, donc la femme va venir avec un tableau de rupture de la grossesse extra-utérine tubaire avec une inondation péritoniale et là, vous comprenez directement que le tableau clinique est dominé par l'état de choc qui s'y signe. La rupture de la trompe avec un hémopéritoine. L'abdomen donc sera douloureux, respire peu et très sensible. Quille de sac, très douloureux. Et là, quand on va faire l'échographie, donc on va trouver une inondation péritoniale. Quand on fait la ponction, c'est du sang incoagulable. Je passe à la forme hétérotopique, vous allez la trouver dans votre cours. Sur le plan complémentaire, bien sûr, l'examen plus important devant toute femme en activité génitale, toute métrorragie, pensez toujours à demander de bêta-HCG parce que le tableau clinique de la trompe est trompeur. Mais le bêta-HCG, il va confirmer la présence de la grossesse, mais il n'indique en aucun cas son lieu. C'est un signe d'orientation. Alors, on passe